Voilà, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Comme vous le voyez, je suis dans un environnement un peu inhabituel, tout simplement sur ma terrasse, je trouve qu'il fait très agréable. Donc ça va contrebalancer un petit peu le sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, qui concerne une tâche qu'on utilise beaucoup en thérapie brève et qui peut faire peur à pas mal d'intervenants. C'est ce qu'on appelle l'avenir du pire, le fantasme du pire. Plusieurs noms lui sont accordés. Alors on va peut-être d'abord, pour les personnes qui ne connaîtraient peut-être pas l'approche, parler un peu de la thérapie brève et surtout du concept des tâches, donc ce qu'on appelle les tâches. On peut considérer aussi qu'il s'agit de prescriptions qui sont proposées entre les séances et qui favorisent en général, dans le meilleur des cas, une expérience émotionnelle correctrice, c'est-à-dire un changement que le patient peut vivre entre les sessions de thérapie. Alors, je ne vais pas rentrer trop sur la définition des tâches. Bon, si vous êtes intéressé, évidemment, revenez vers moi ou on va aller voir sur le site du centre de thérapie brève. Je vais surtout parler aujourd'hui de ce qu'on appelle la prescription, la meilleure du pire. Vous lirez dans la littérature l'avenir du pire, le fantasme du pire. Il y a plusieurs manières d'aborder cette prescription. Alors déjà c'est très paradoxal, ça veut dire qu'on propose ça à des personnes qui en général ont peur, sont dans une logique d'évitement, donc ont tendance à ne pas vouloir penser à quelque chose qu'elles redoutent, encore moins vouloir agir cette même chose. Et donc cet évitement ne va faire que dans un processus un peu comme ça de rétroaction, de feedback, ne va faire qu'emballer la peur. Donc l'objectif c'est de regarder la peur dans les yeux, comme on peut approcher un tigre, pour autant qu'on le regarde dans les yeux, parce que le tigre n'attaquera que par derrière. La peur, un peu de la même façon, peut nous prendre par surprise, surtout si on l'évite. Il y a une phrase que vous avez peut-être déjà entendue et que je trouve très belle, c'est si un jour la peur frappe à votre porte et que vous avez le courage d'aller lui ouvrir, assez souvent vous ferez le constat que personne ne se trouve de l'autre côté de la porte. Alors ça c'est très théorique, dans la pratique la peur évidemment elle mobilise énormément de réactions physiologiques, psychologiques, et on verra que ce fantasme du pire peut souvent faire dégonfler la peur. Alors quand utiliser ce fantasme du pire? Mais comme je l'ai dit, quand la personne redoute quelque chose, donc quand elle s'inscrit dans un évitement, surtout cognitif, donc ça veut dire que la perspective de penser, la perspective qui nous amène à penser à quelque chose que l'on redoute est juste insupportable. Par exemple, un cas malheureusement assez fréquent, pour en tout cas les personnes qui le vivent, parce que c'est souvent très douloureux, une séparation. Donc lorsque l'on est dans cette crainte, une séparation d'un partenaire qui pourrait être amené à soit nous tromper, soit nous quitter, mais cette perspective est juste insupportable, et le simple fait de l'évoquer nous met dans un émoi qui souvent est incontrôlable, qui peut nous amener, parce que l'évitement peut s'exprimer de plein de façons, à développer des comportements alcooliques, des comportements qui s'inscrivent tous dans le registre de l'évitement, consommation de certains anxiolytiques. Je ne dis pas que ça ne peut pas apaiser, mais cet évitement ne va pas résoudre. Donc le paradoxe, parce qu'il s'agit bien d'un paradoxe, paradoxe qui est une technique souvent utilisée dans la thérapie brève. Bon, je ne vais pas refaire le cours ici que je donne par ailleurs à partir du mois de septembre pour ceux ou celles qui seraient intéressés sur ce premier module, ce premier opus sur les fondamentaux de la thérapie brève. Mais pourquoi le fantasme du pire doit être considéré comme un paradoxe? Simplement parce que le fait d'amener la personne à regarder sa peur en face est la chose qu'elle veut absolument éviter. Donc on va devoir la mobiliser dans une direction qui est d'abord paradoxale et aussi effrayante. Alors revenons à mon exemple de quelqu'un qui craint une séparation. La question suivante, lorsqu'on la pose, c'est imaginons que cette chose horrible que vous redoutez par-dessus tout, c'est-à-dire la perspective que la personne que vous aimez par-dessus tout, elle aussi, vous quitte. Qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que vous allez être amené à faire dans ce cas-là, face à cette situation totalement insupportable? En général, la personne, le patient en l'occurrence, ne supporte pas d'être confronté à cette question-là, parce que c'est vraiment la chose qu'il évite de faire tout le temps. Mais quand on franchit le mur de la peur, quand on va voir de l'autre côté, souvent, il peut y avoir un apaisement. Donc la personne souvent a tendance à répondre d'une manière émotionnelle. Je vais m'effondrer, ma vie va s'écrouler, souvent sous des formes métaphoriques.
Mais concrètement, lorsque, si cela devait arriver, cette personne vous quitte, qu'est-ce que vous allez faire? Quelles sont les options? Et en général, lorsque la relation est bonne, quand les questions sont bien amenées, mais la personne va découvrir qu'au-delà d'un scénario qu'elle ne souhaite pas, mais d'autres possibles existent. Alors ce ne sont évidemment pas ces plans A, ce sont des plans B, C, D, E, F, ce sont des alternatives qui, comme toute alternative, ne sont pas celles que l'on privilégie. Mais le fait de voir qu'il y a des perspectives au-delà de ce scénario du pire est souvent apaisant. De la même façon, quelqu'un qui redoute de perdre son travail, on aura tendance à lui demander « Ok, j'entends que cela vous insécurise fortement, ce qui est tout à fait légitime, mais supposons que vous perdiez ce travail à nouveau. Qu'est-ce qui pourrait se passer de pire ?» Et en effaçant le pire, comme je l'ai fait un peu maladroitement, mais on a tendance aussi à effacer la peur. En tout cas, on espère que ça fera diminuer cette intensité émotionnelle. Parce qu'en effet, au-delà de cette crainte de perte de travail, qu'est-ce que la personne fera? Désolé pour les bruits d'ambiance, hein, mais on est dans un environnement un peu naturel, donc voilà. Ça fait partie un peu voilà, de ce qui pourrait édulcorer justement les peurs lorsqu'on évoque le fantasme du pire. Donc, pour revenir à mon propos, si effectivement la personne va au-delà de cette peur, ok, qu'est-ce qui se passe si vous perdez votre travail? Je ne pourrai plus financer les études de mes enfants. Ok, j'entends, c'est juste effectivement quelque chose qui est important pour vous, mais ça veut dire qu'ils ne pourront plus alors faire leurs études. Il y a déjà une distinction opérée. Le fait de ne plus financer les études ne les rend pas forcément impossibles. Ça veut dire qu'effectivement ce sera moins confortable, qu'ils vont possiblement devoir trouver peut-être un petit boulot d'étudiant, mais que ça ne compromet pas pour autant la faisabilité des études. Donc, vous voyez, cette technique, ce fantasme du pire que j'ai maladroitement effacé, mais lui, il va en tout cas effacer la peur, en tout cas faire diminuer son intensité émotionnelle. Donc, on pourra évidemment développer des tas d'exemples, des tas de contextes dans lesquels cette technique est utilisée. Ce qui est intéressant évidemment, c'est que cette confrontation à la peur est un réflexe qui est absolument paradoxal. Donc il va devoir nécessiter un accompagnement et que moi je propose en séance. Cette technique est souvent proposée entre les séances. On demande au patient d'imaginer le pire. Et en général, il est seul face à lui-même. C'est en général une tâche qui provoque beaucoup de résistance. Par contre, quand on l'amorce en session, en lui proposant d'y réfléchir, en disant « mais j'aimerais qu'ensemble, si vous voulez bien, on réfléchisse à ce qui pourrait se passer au-delà de ces choses que vous redoutez. » Donc, l'image que j'utilise souvent, c'est un peu quand on va au cinéma. En principe, on y va pour privilégier un bon moment. On a envie de regarder un chouette film, souvent ou pas, en agréable compagnie. Et on n'imagine pas que ce cinéma va se mettre à brûler, qu'on va devoir très rapidement s'échapper de ce cinéma. Voilà, la technique du pire, le fantasme du pire, c'est un peu ça. On espère toujours que les choses se passent au mieux. Mais si elles se passent mal, et qu'on n'a pas imaginé cette chose que l'on craint, lorsqu'elle arrive possiblement, on n'est absolument pas armé. On n'est absolument pas à même de la gérer, puisqu'on a tout le temps évité de s'y confronter. Donc au moment de sa survenue, on n'a absolument pas d'outils. Donc cette technique du pire, ce fantasme, je vais quand même essayer de le réécrire, ce fantasme du pire, il a surtout comme objectif de préparer la personne pour qu'elle soit davantage à même de gérer cette situation si elle devait survenir. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo très brève sur la prescription qu'on appelle la mûre du pire, et sur aussi une petite présentation. Ici, je n'ai évidemment pas le PowerPoint, je ne suis pas dans le contexte de formation, mais dans un contexte qui pourrait s'y prêter par ailleurs, parce que c'est plutôt agréable, c'était de vous montrer un peu voilà, ce qui est prévu dans ce premier module, mais au terme de ce premier module, il y a évidemment tout un apport sur la logique de Palo Alto, l'épistémologie, chose dont je ne vais pas vous parler maintenant. Ouais, j'avais juste envie de vous montrer qu'une technique simple peut provoquer un apaisement, même dans des situations complexes. Allez, je vous donne une petite anecdote pour terminer et vous donner une petite utilisation détournée de ce fantasme du pire. Je reçois une patiente qui est infirmière et qui redoute absolument, par-dessus tout, la perspective de perdre son travail. Et ce qui m'étonne, c'est qu'elle a à peine 30 ans,
elle est très compétente. Et on sait aussi que chez nous en Belgique, mais possiblement en France, en Suisse, je ne connais pas le contexte ni le ratio offre-demande par rapport aux professions d'infirmières. Mais chez nous, on manque cruellement d'infirmières en Belgique. Et donc, il y a un décalage entre cette peur qu'elle affiche et le contexte socio-économique dans lequel on vit. Et donc, je vais la questionner en disant, mais qu'est-ce que vous craignez si vous devez perdre votre travail? Et là, la peur se dégonfle, en tout cas pour une partie. Elle me dit, mais je sais que je retrouverai du travail. Mais là n'est pas mon problème. Je lui demande donc, imaginons, vous perdez votre travail, vous savez que vous allez retrouver facilement du travail, et possiblement dans un contexte agréable. Donc, quelle est la peur alors? Qu'est-ce qui vous amène à être à ce point effondré à l'idée de peut-être devoir renoncer à ce travail actuel? Et là, c'est le deuxième intérêt de cette technique, au-delà de la découverte que peut-être la peur n'est pas là, on l'imagine, mais il y a une autre vraie peur qui apparaît. Elle me dit, mais il m'a fallu 5 ans pour m'intégrer dans cette équipe, parce que je suis, je la cite, phobique sociale. Et donc, créer du lien pour moi est une chose compliquée. Et là, on découvre effectivement au travers de cette technique, de manière assez inattendue, c'est pas inhabituel, mais c'est inattendu pour elle, et c'est aussi une découverte utile pour moi, thérapeute, psychologue, intervenant. Je découvre qu'en fait, cette personne est phobique sociale, et que donc, elle ne vient pas parce qu'elle a peur de perdre son travail, elle vient parce qu'elle sait qu'elle doit développer des compétences psychorelationnelles, et que si elle était tout à fait à l'aise dans ses relations, elle avait une facilité à créer du lien, la perte du travail n'est plus un problème. Donc ce qui va être travaillé dans ce cas-là, c'est effectivement comment entrer en relation, plutôt afficher sa réserve plutôt que la cacher. Quand on veut cacher un malaise, il est encore plus remarquable. Dans une foule, ce ne sont pas les personnes qui sont mélangées à la foule que l'on a tendance à remarquer. Ce sont celles qui longent le mur pour ne pas être remarquées. Et donc cette découverte de son vrai problème, ça va nous amener à l'amener à justement à aller à l'inverse de ce qu'elle fait d'habitude. Elle cache ses failles, elle cache sa sensibilité. Et lorsqu'elle va découvrir qu'elle peut entamer un nouveau travail en disant voilà, plutôt quelqu'un de réservé, j'ai besoin de temps pour créer du lien, voilà, en ciblant évidemment les personnes bienveillantes vis-à-vis desquelles elle va pouvoir tenir ce genre de discours, tout de suite sa peur va se dégonfler. Voilà, un peu une vidéo faite de manière improvisée, mais voilà, qui visait à vous montrer, je le répète, que des techniques simples, lorsqu'elles sont bien utilisées et bien ciblées aussi, peuvent en un temps très court, ce qui est effectivement un peu la caractéristique principale des thérapies dites brèves, apaiser la personne et l'amener à dépasser le problème pour lequel elle est venue voir. Voilà, donc si vous êtes intéressé davantage par les formations, par la thérapie brève, allez voir sur le site du CTB. Je mettrai forcément le lien au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à m'interpeller. Voilà, cette vidéo est peut-être un peu pointue, mais j'ai essayé de la rendre intelligible parce qu'elle s'adresse davantage aux professionnels de la santé. Mais toute personne ayant été un jour confronté, ayant été amené à devoir gérer une peur, on peut appliquer cette technique à soi-même. Je dirais, l'environnement dans lequel vous me découvrez, qui est mon lieu de vie depuis 5 ans, le déménagement m'a aussi fait très peur. Je me suis appliqué cette technique du pire, ce fantasme du pire. Ok, qu'est-ce qui pourrait se passer de pire lors de ce déménagement, qui était aussi un déracinement. Et le fait de découvrir qu'au-delà de ces peurs, il y avait toujours des solutions. Voilà, si on se plaît pas, on peut redéménager. Si les enfants ne se plaisent pas, on peut réfléchir à des options pour créer un cadre, un contexte, etc. Donc, le fait de toucher la peur, c'est un peu comme un bloc de glace. Quand on accepte ce premier moment inconfortable, au moment où on le prend à pleine main, finalement, il s'efface, il disparaît comme il est venu. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur et au plaisir de peut-être vous revoir lors d'une formation, de faire votre connaissance ou de vous rencontrer dans un autre contexte. Voilà, la vie nous réserve parfois des surprises et pas que les pires. Voilà, à bientôt j'espère. Au revoir.